Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition d'Informatique News Hebdo, édition du lundi 4 novembre 2022. Et pour commencer et analyser cette actualité de la semaine, je suis comme chaque vendredi en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine on parle des drives. On a chacun OneDrive, Google Drive, pour Dropbox. Évidemment, la multiplication, notamment entreprise, de ces drives n'est pas sans poser des problèmes de sécurité. Et au niveau de chez Google et au niveau d'acteurs extérieurs, il y a des initiatives qui commencent à se faire jour pour essayer de faire un peu le ménage là-dedans. Si Alors c'est sans doute qu'un pas vers quelque chose de plus complet, mais bon, c'est deux initiatives, comme vous le disiez, au niveau des drives. Donc la première, c'est l'initiative de Google pour son Google Drive, qui va proposer une fonctionnalité en fait qui fait que lorsque vous partagez un fichier avec quelqu'un d'autre, en gros, ce fichier, il vivait sa vie jusqu'à temps que la personne consulte le fichier. Là, on va pouvoir, par défaut, alors bon, évidemment, vous voyez, c'est pas majeur. Enfin, je pense que en termes de développement, je suis pas sûr que ça ait demandé beaucoup de travail, mais c'était juste l'idée de le faire. Par défaut, il y aura une date d'expiration à partir du moment où vous aurez mis le fichier à partager sur le drive. Donc ça peut être, je crois que c'est 15 jours. En gros, c'est une mesure relativement simple qui procède du bon sens, qui va être proposée. Alors cette fonctionnalité, elle est pour les entreprises, c'est pas pour les comptes personnels. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu servir aussi. Mais enfin bon, vu la difficulté à mettre en œuvre, il n'est pas impossible que ça s'élargisse Google ou entreprise. Et la deuxième, donc, était un petit peu plus sophistiquée. Donc c'est une fonctionnalité qui est proposée par WithSecure. Alors WithSecure, ça parle pas forcément encore à tout le monde. En fait, c'est l'émanation de F-Secure, c'est l'activité B2B de F-Secure. Et donc là, elle a développé une fonctionnalité pour le OneDrive. Donc là, c'est le drive de Microsoft. Alors peut-être, enfin, tout le monde est familier de ces drives, mais enfin, en gros, c'est des disques durs virtuels. Finalement, c'est un peu ça. Dont, d'ailleurs, je pense, à mon avis, pas mal de personnes à titre personnel font une gestion qui doit être assez... Laxiste, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire c'est géré un peu automatiquement par le système, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Bon, côté entreprise, je pense qu'il y a des règles qui sont plus strictes. Et donc là, l'idée, il y a un WithSecure Element qui existait déjà, et il rajoute une fonction supplémentaire qui est que donc vous mettez votre fichier à partager sur le drive, et quand vous le téléchargez, enfin quand vous le partagez, quelqu'un d'autre le télécharge, en gros, on fait un scan de ce fichier dans un bac à sable, comme on dit, un sandbox, pour être sûr qu'il n'y a pas d'éléments qui poseraient problème dans ce fichier. Donc c'est, vous voyez, une mesure qui n'est pas elle non plus très sophistiquée, mais qui fait que l'utilisation de ces drives, qui va avoir tendance avec le travail hybride, comme on dit, à se multiplier, il est clair qu'il va falloir mettre, je dirais, certainement un peu d'ordre dans tout ça. Alors Guy, on reste sur le stockage, mais on parle d'acteurs plus traditionnels, avec d'une part NetApp qui annonce je vais peut-être un peu vite en besogne, mais en tout cas annonce une unification de ces plateformes, parce qu'on sait qu'on a à la fois du stockage physique avec les appliances, et puis du stockage virtuel entre guillemets, puisque aujourd'hui NetApp est un éditeur de logiciels, chercher du stockage sur le cloud, les clouds. Exactement, c'est comme ça qu'il se présente de plus en plus, et malgré tout il reste un fournisseur de stockage. Et donc là il annonce cette unification. Alors je crois que c'est une dizaine de systèmes de stockage qui sont concernés. Il annonce cette unification sous l'appellation BlueXP, et donc qui propose un plan de contrôle, je dirais, unique pour l'ensemble de ces systèmes de stockage. Et donc systèmes de stockage qui pourront être soit dans le data center, soit dans différents clouds. Et donc lorsque vous aurez cette mise à niveau, parce que c'est une mise à niveau qui va être proposée gratuitement à tous les utilisateurs de NetApp, en gros vous aurez la possibilité
possibilité d'exercer un contrôle, je dirais, unifié sur l'ensemble de ces systèmes de stockage. Donc alors, je crois que vous avez utilisé le mot « enfin ». Effectivement, c'était une évolution attendue, on va dire. Attendue, et donc elle est bienvenue. Et alors, il faut noter aussi que elle sera également disponible en mode déconnecté, parce que bon, il y a parfois, pour des besoins particuliers, des entreprises qui ont des systèmes de stockage qui sont autonomes, qui ne sont pas connectés à quoi que ce soit, aucun réseau que ce soit. Et donc, il y aura aussi la possibilité de faire cette unification avec ce BlueXP sur les systèmes de stockage déconnectés. Alors Guy, on reste sur le stockage avec le concurrent, ou en tout cas un des concurrents de NetApp, en l'occurrence Pure Storage, qui, on se rappelle, avait acquis il y a un an peut-être maintenant, 2 ans, une société qui s'appelle Portworx Enterprise, et qui annonce enfin une version full managée, entièrement managée en bon français, de cette offre. C'est ça. Donc il y avait alors Portworx. Peut-être rappeler ce que c'est quand même. Donc en gros, c'est racheté il y a 2 ans, et en gros, c'est une entreprise qui fournissait un gestionnaire de conteneurs pour les systèmes de stockage. Donc il y a eu ce rachat pour donc $400 millions, c'est pas une somme considérable, et avec cette technologie, en gros, Pure Storage a réorganisé un peu son ensemble, son offre globale de systèmes de stockage. Et donc là, l'idée, c'est de proposer donc ce qu'ils appellent Portworx as a service. Donc c'est une solution de service managé appliquée au système de stockage Pure Storage, donc qui soit pareil, qui soit en hardware ou dans le cloud. Voilà, c'est ça, sur le data center ou dans le cloud. Donc c'est une évolution un petit peu différente de NetApp, mais c'est une évolution vers plus de services. Donc on voit que ces deux acteurs qui se présentent comme finalement des entreprises logicielles, maintenant, malgré tout, il faut quand même gérer du matériel. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors Guy, évidemment, cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans son traditionnel, cette rubrique sécurité. Cette fois-ci, c'est, j'allais dire encore, Thales qui est ou serait victime, on attend peut-être une confirmation officielle d'un ransomware Lockbit, parce que normalement c'est le 7 novembre que les données, soi-disant hackées, devraient être dévoilées. Bon, bref, pour un acteur comme Thales qui se présente comme, j'allais dire, un des acteurs importants de la sécurité, ça fait quand même ça fait mauvais genre. Hein. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Là, pour le coup, le mot « encore », il est tout à fait justifié, parce qu'il y a déjà eu une attaque il y a quelques mois, je crois que c'était une dizaine de mois. Alors, bon, on parle de la cybercriminalité en permanence. Hein. Il y a eu, quand on avait fait le récap de l'été, il y avait l'hôpital le Corbeil-Essonnes, puis après il y a eu le département de Seine-et-Marne, je crois, puis il y a eu de Caen. Enfin bon, donc il y a un épisode, mais là on pouvait dire ce sont des entreprises utilisatrices et qui n'ont peut-être pas mis leur solution à niveau de. Et là pour le coup, Thales, si vous allez sur leur site, ils se présentent comme le leader de la cybersécurité et de la protection des données. Donc effectivement c'est un petit peu dérangeant. Donc là pour l'instant il y a rien d'officiel, mais enfin on en a quand même beaucoup parlé sur tous les médias. Comme vous le disiez, il y a un ultimatum qui est prévu pour le 7 novembre avec 2 menaces. La première, c'est en gros Lockbit, donc, dont on ne connaît pas bien l'origine, mais on sait qu'il y a certainement un parier qu'il y a une bonne partie qui se trouve du côté de ce qu'on appelait le rideau de fer avant. Voilà. Et donc qui incite les clients à attaquer Thales pour mauvaise gestion dans le domaine de la protection de leurs données. Et puis, le deuxième, c'est la possibilité de divulguer les données qui auraient été, parce que pour l'instant, Thales d'ailleurs n'a pas vraiment communiqué sur le sujet, les données qui auraient été volées. Sachant que la dernière fois, il y a effectivement des données qui avaient été diffusées, mais il avait été dit que, en fait, c'était pas vraiment des données confidentielles. Bon, Thales, il faut quand même rappeler que c'est un spécialiste de l'électronique de défense, donc ils ont certainement pas mal de données très sensibles. Et donc, effectivement, on aura sans doute l'occasion d'en parler la semaine prochaine pour dire ce qu'il en est advenu. Très bien. Alors, très bien, si on peut dire. Façon de parler.
Et on conclut, Guy, cette première partie de l'émission, non pas par une rubrique financière comme ça nous arrive très très régulièrement, mais par une rubrique juridique avec l'arrivée du digital market, j'allais dire marketing. Je vais un peu vite, oui. mais le lien effectivement, le lien n'est pas très loin. Market Act, qui est censé encadrer encore plus les pratiques des GAFAM. Là, pour le dire, je pense qu'on peut vraiment parler des GAFAM en question. Oui, des GAFAM et autres. Hein. En gros, c'est parce qu'en finalement, en français, ce DMA, qui est un peu qui va avec le DSA, qui est Digital Service Act. Donc c'est deux pendants. L'Europe est en train de se constituer un arsenal juridique pour se défendre. Donc ce DMA en français, c'est Règlement des marchés numériques. Donc finalement, il est presque plus parlant. Et donc, comme vous disiez, c'est les GAFAM, mais en gros, c'est toutes les entreprises du numérique. Donc ça va bien au-delà des GAFAM, parce que les GAFAM, par définition, c'est 5 entreprises. Il y en a beaucoup d'autres qui sont donc les réseaux sociaux, partage de vidéos, les plateformes de e-commerce. Hein, vous voyez, et alors évidemment, pour rentrer dans ce périmètre-là et être soumis à cette nouvelle juridiction, qui est en vigueur depuis le 1er novembre, il faut vérifier un certain nombre de critères. En gros, c'est des critères de taille d'importance. Alors, c'est bien calibré, mais enfin, c'est ça l'idée. Sachant quand même que pour être plus complet sur ce sujet-là, ça a été mis en vigueur le 1er novembre, mais il y a tout un échéancier jusqu'à temps que vous ayez eu l'obligation de vous mettre en conformité. Et donc là, il y a un certain nombre d'étapes. Et la dernière étape, on arrive au 6 mars 2024. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de temps an et demi, on va dire, pour se conformer, pour se mettre à niveau. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est une réponse intéressante de l'Europe pour se protéger de ces acteurs. Bon, on voit bien qui ont quand même un appétit insatiable et pour lequel il faut quand même mettre des garde-fous. Des garde-fous. Alors Guy, justement, on parlait de nos GAFAM. Une étude du cabinet Synergy Research qui repointe des choses intéressantes sur cette dynamique des cloud providers, parce que malgré le contexte quand même un peu compliqué, notamment on recevait le patron de Kindle France qui a rappelé à juste titre la baisse du Nasdaq et des actions de la tech. Malgré ça, les acteurs, notamment Google, continuent à investir lourdement, et ça se traduit d'ailleurs pour Google, parce que je ne sais pas s'il y a même que vous avez fait, mais en tout cas, ça se voit pour Google, parce qu'il y a une croissance de la part de marché de Google Cloud. Alors, c'est toujours le cabinet de consulting là, qui s'appelle Synergy Research, donc qui publie l'activité du 3e trimestre de 2022 dans le domaine du cloud. Cloud, c'est donc au sens large avec le cloud privé aussi, gestionnaire cloud privé, donc IBM par exemple est dedans. Et donc, qui montre quoi? Qui montre que la progression est de seulement 24%. Donc, vous voyez que par rapport au reste du marché, même dans l'IT, on est très nettement supérieur. Mais pourquoi seulement 24%? Donc, on arrive à un montant d'activité que Synergy Research mesure à 57 milliards de dollars. Donc c'est quand même important, ce qui fait que sur une année, c'est plus de 200 milliards de dollars. Donc vous voyez que ça commence à devenir des sommes conséquentes. Mais pourquoi seulement 24%? Parce que si on regarde sur 5 ans, on avait une augmentation, on a une activité qui était multipliée par 5. Donc ça représente grosso modo 40% par an. Donc vous voyez qu'on baisse un peu. Alors l'explication, vous l'avez un peu donnée, c'est la raison, la force du dollar, qui fait que finalement ça complique un peu les choses. Et un deuxième élément, alors c'est, je dirais, l'environnement général qui est un peu incertain, post-Covid, guerre Ukraine, etc., mais aussi marché chinois qui a été fortement impacté, en particulier par leur gestion catastrophique du zéro Covid. Mais donc, qui fait qu'en gros, le cloud en Chine, ça compte beaucoup, et donc il y a une réduction importante. Donc c'est ce qui explique ce 24%. Maintenant, le deuxième point important, comme vous l'avez mentionné, c'est que les trois principaux acteurs, le top 3 du cloud public, il renforce un peu sa présence, puisqu'on est à 66%. AWS, c'est 34%, Microsoft 21% et Google, qui remonte un peu à 11%. Donc vous voyez que c'est un marché encore assez morcelé, mais avec 3 grands acteurs qui sont prédominants. Et donc toute la problématique dont on parle régulièrement sur cloud souverain, cloud de confiance, elle existe de plus en plus, parce qu'on l'avait
l'avez mentionné, leur présence en Europe est encore plus accentuée. Pourquoi ? Parce que finalement, les acteurs européens, ils sont un peu pour l'instant, ils sont pas encore derrière, on va dire. Alors justement, Guy, puisque vous parlez d'acteurs européens, et on en vient aux événements de la semaine, le OVH Cloud, la semaine prochaine, fait sa grand-messe. Oui, et alors vous savez où ? À l'Olympia. À l'Olympia, voilà. Donc, c'est pas Johnny à l'Olympia. Mais ça sera... mais ce sera Octave Flaba. Octave Flaba et son groupe, son fameux groupe. Et son groupe, puisque effectivement, à la fin, il y aura sans doute... donc, c'est mardi prochain, de 16h jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Plus d'heures. Alors, est-ce qu'il y aura des chaises de cassé ? Je ne sais pas, hein, comme c'était l'habitude. Mais donc Octave Flaba, Michel Paulin, il y aura des représentants de l'ARCEP, de Sopra, etc. Bon, ça, c'est un peu l'habituel. Et puis, il y aura quand même la présence d'Alain Aspect, donc prix Nobel de physique, spécialisé sur la physique quantique. Enfin, là, on va dire prix Nobel de physique, effectivement, un tiers de prix Nobel de physique qui sera présent. Donc, on voit bien que l'image d'OVH Cloud est de plus en plus importante. Et en plus, il y aura un chapitre sur le quantique, puisque justement, l'informatique quantique. Exactement. Parce qu'on l'oublie pas, mais Alain Aspect était non seulement, comment dirais-je, prix Nobel de physique, mais aussi créateur d'une start-up sur l'informatique quantique. Oui, tout à fait. Donc, ce sera intéressant. Donc, ce sera soit en présentiel, soit en distanciel. Je pense que l'Olympia est grand, mais par rapport à là où OVH faisait ses manifestations, sa grand-messe annuelle, il y aura moins de place. Donc, à mon avis, les places seront plus facile d'aller à l'Olympia peut-être que dans les docks de Paris, qui étaient au nord de Paris. C'est facile, mais il faut pouvoir rentrer. C'est vrai. Bon, écoutez... Un rendez-vous à retenir pour la semaine prochaine. Et puis Guy, on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, et on parle de Twitter, évidemment, avec, on revient là-dessus, le rachat de Twitter par Elon Musk, mais surtout le foisonnement d'idées, on allait dire, à chaque tweet, on a une nouvelle idée d'Elon Musk, et donc celle qui a retenu l'attention, c'est les fameuses certifications, les fameuses pastilles bleues, alors il y a ça. Payantes ou pas payantes, combien, pas combien, Alors, plus généralement, ça s'inscrit donc dans une pratique d'Elon Musk qu'on a connue, dont on a parlé un petit peu, très brutale, puisqu'il avait annoncé qu'il allait virer 75% des salariés. Donc là, les premiers mails arrivent. Bon, il n'ira peut-être pas jusqu'à 75%, mais bon, ça, je dirais que c'est le patron d'entreprise brutal qu'on connaît. Mais il y a un aspect. Donc il y a ces pastilles bleues, comme vous l'indiciez, qui jusqu'à présent étaient gratuites, qui concernaient, je dirais, les personnalités, les gens qui ont une présence suffisante et donc qui certifiaient leur authenticité. Donc il y a un certain nombre de critères. Vous pouvez aller sur leur site de Twitter pour voir Et donc c'était gratuit. Là, évidemment, Elon Musk veut le rendre payant. Alors au départ, c'était $20. Il l'a ramené à $8 par mois. Donc c'est quand même. Alors évidemment, si vous êtes Joe Biden, c'est pas très important. Mais enfin, malgré tout, ça va faire rentrer un peu d'argent. Mais alors, il y a eu beaucoup de controverses autour de ça. Et puis, il y a aussi la gestion de la plateforme Twitter en soi. Alors là, c'est un comportement de la part de Elon Musk qui est un peu le Poutine de Twitter. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'effet collatéral, mais en gros, dimanche, il annonce un conseil de surveillance. Donc, en gros, c'est une espèce de comité de censure. Alors, en gros, on pourrait le dire d'une autre manière, c'est un comité de conformité au règlement de Twitter. Et puis, 3 heures après, il annonce que... Alors donc, on se dit, ce comité-là, c'est lui qui va gérer un peu qui va pouvoir être intégré ou pas. Et 3 heures plus tard, il annonce, en gros, que ceux qui avaient commis des fautes mineures pourraient être réintégrés. Donc vous voyez que c'est lui qui décide de ce qui va se passer. Et alors l'autre élément peut-être encore même plus grave, c'est le tweet qu'il a publié et ensuite ôté suite à la très regrettable attaque contre le mari de la speaker américaine, Paul Pelosi. Et qui, donc, on le rappelle, la présidente de l'équivalent de l'Assemblée nationale, mais qui a plus de pouvoir. C'est vraiment... en plus, elle a la majorité actuellement. Et donc... ça ne va pas durer longtemps, d'ailleurs, sans doute. Et donc, ce tweet était absolument... qui reprenait un site complotiste remettant en cause la véracité de ce qui avait pu arriver. Donc, le type, il a 82 ans, il est attaqué chez lui en pleine nuit. Et donc, il y a tout un tas, évidemment, de complotistes qui ont sorti des théories extrêmement fumeuses. Et alors, on se dit, c'est un type intelligent qui réfléchit un peu. Et il a retweeté
un truc qui était absolument immonde. Donc on peut quand même se poser des questions sur l'avenir de Twitter en tant que plateforme d'échange d'idées. Est-ce qu'on va tomber en dessous du caniveau? Twitter est-il le prochain MySpace, hein, voilà. Voilà, exactement. Alors, il a quand même payé 44 milliards. Oui, ça fait cher. Bon, sachant qu'il n'y a pas que lui qui a payé, hein. Il y a des actionnaires notamment saoudiens. Oui, voilà. Absolument. Et ça aussi, ça pose aussi. Ça il y a pas mal de questions, mais j'allais dire, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. En tout cas, merci Guy pour ces analyses. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous évidemment souhaite un très beau week-end, une très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.